Pablo Emilio Escobar Gaviria, le narcotrafiquant le plus célèbre du XXe siècle, né en 1949 à Rio Negro, au sud-est de la ville de Medellín. Medellín justement, ou plutôt sa banlieue. Il y passe son enfance au sein d'une famille de 7 enfants, dans une hutte sans électricité ni eau courante. Certains affirment qu'il aurait débuté sa vie de criminel par le vol de pierres tombales dont il effaçait les inscriptions afin de les revendre plus tard. Selon Roberto Escobar, son frère, il n'était pas question de vol, mais de dons de famille ne sachant plus assumer financièrement le loyer mortuaire de leurs proches et devant se débarrasser de ces pierres. Il entame néanmoins, plus tard, des études dans une université privée de Medellín, mais décide d'y mettre fin afin de se lancer dans la vente de cigarettes de contrebande, de faux tickets de loterie et le vol de voitures avec Oscar Benel Aguirre. Il franchit une étape dans la criminalité en enlevant des gens contre rançon et va très vite basculer dans l'activité qui le fera connaître aux yeux du monde entier, le trafic de cocaïne. Pour cela, il se met à travailler pour Alvaro Prieto, grâce auquel il deviendra millionnaire à l'âge de 26 ans avec 100 millions de pesos colombiens en banque, soit 3 millions de dollars. C'est ainsi que Pablo lui-même raconte ses débuts. Comment ai-je commencé? J'étais jeune, j'avais envie de vivre et j'avais de l'ambition. Je ne connaissais rien des affaires du narcotrafic. C'est alors que j'ai rencontré un jeune gringo dans une discothèque de Medellín. Ce gringo avait un avion. Il voulait acheter de la cocaïne dans le pays. Plus tard, j'ai pris ma décision. Je l'ai mis en contact avec des gens spécialisés. Dès lors, je me suis trouvé embarqué dans cette filière où j'ai fait entrer de nombreux amis. Nous avons commencé à vendre de la marchandise à ce pilote américain qui est arrivé en Colombie avec son propre avion US et payé comptant en dollars. Ce commerce me semblait à première vue facile, il y avait peu de risques, c'était rentable. En plus, il ne fallait tuer personne, ce qui m'était important. À cette époque, ce trafic ne faisait pas la une des journaux. Au fond, je trouvais cette activité normale. C'est en 1975 qu'il commence par assurer le transport de cocaïne en les cachant dans des pneus usagés. Il lui arrive fréquemment d'assurer le transport lui-même par avion entre la Colombie et le Panama. La même année, sa réputation grandit quand il assassine Fabio Restrepo, un narcotrafiquant à qui Pablo avait acheté une quinzaine de kilos de poudre. En 1976, il se fait arrêter avec certains de ses hommes en possession de 18 kilos de pâte blanche en provenance d'Équateur. Il tente alors de corrompre les juges en charge de l'affaire sans succès. Il ordonne donc, par vengeance, à ses hommes d'assassiner les 2 policiers qu'il avait arrêtés quelques mois auparavant. C'est ainsi que le baron de la drogue sud-américain le plus influent du XXe siècle va définir ses relations avec le gouvernement colombien, la corruption ou la mort, autrement dit, plata o plomo. Pablo Escobar est le premier narcotrafiquant colombien à ouvrir les routes de contrebande en direction des États-Unis. En 1980, sa force de frappe est telle qu'il est capable d'y exporter 80 tonnes de poudre blanche chaque mois. Pionnier en la matière, c'est lui qui use de mules, ces passeurs, volontaires ou non, qui avalent des capsules remplies de coke afin de percer les douanes aéroportuaires. L'empire d'Escobar explose, inondant les États-Unis de cocaïne en infiltrant le territoire américain par la Floride et la Californie. Avec son associé Carlos Leder, il achète Norman's Cay, une île située dans les Bahamas, afin d'y établir une escale entre la Colombie et les USA. Il y fait construire un hôtel, un port, des habitations, un entrepôt de stockage et une piste d'atterrissage afin d'y faire transiter la drogue. Selon Roberto, son frère, Pablo Escobar transportait sa cargaison également par sous-marin de poche. L'entrée en politique de Pablo Escobar. En 1982, il devient suppléant à la Chambre des représentants d'une dissidence du Parti libéral colombien. Ayant financé sa campagne de manière illégale, son élection est finalement annulée. Mais Pablo Escobar n'est pas bête. Étant propriétaire d'un journal et d'une radio, il assure ainsi sa popularité auprès de la population pauvre de Medellín. Il y fait construire un demi-millier de maisons à but caritatif, mais aussi afin de pouvoir compter à ses côtés, notamment en échange de son silence et de sa coopération, l'opinion publique colombienne. Hôpitaux, terrains de foot, routes, écoles, sortent de terre, donnant à Pablo Escobar l'image d'un bienfaiteur au service des plus déshérités. Son empire est mondial, inondant l'Europe et l'Asie de sa drogue dévastatrice avec la complicité du maire corrompu de Medellín, Alvaro Uribe. En 1982, il fonde la MAS, littéralement mort aux kidnappeurs, pour répondre à la guérilla urbaine M19 qui enlevait des personnalités éminentes du cartel de Medellín afin de rançonner l'organisation criminelle. C'est en 1984 que le narcotrafiquant le plus célèbre de l'histoire terrorise la Colombie. Des milliers de civils, journalistes, policiers et représentants de l'État sont
assassiné. Le traité d'extradition entre la Colombie et les États-Unis. C'est une des attaques les plus meurtrières qu'ait connue la Colombie. La prise d'otage au palais de justice de Medellín en 1985 par le M-19. Il s'agissait là de faire disparaître toute trace, tout document sur lequel se reposait le gouvernement colombien afin de réfléchir à l'éventualité de pouvoir extrader vers les États-Unis les narcotrafiquants présents sur son territoire. Évidemment, Pablo Escobar, en tête de liste de ce traité d'extradition, et selon son fils Juan Pablo Escobar, aurait demandé à son ennemi juré, le groupe de guérilla M-19, de s'en charger contre rémunération. Le groupe accepte, et lors de la reprise du bâtiment par l'armée colombienne, c'est près de la moitié des juges de la Cour suprême qui sont assassinés par les guerrilleros. En 1989, il fait assassiner 3 des 5 candidats à la présidentielle. Il ordonne l'explosion de la Vienza Flight 203, qui assurait le transport de 107 personnes au total entre Bogota et Cali, pensant que le candidat à la présidentielle César Gaviria serait présent à bord, ce qui ne fut pas le cas. Il ordonna également le plasticage de la DAS de Bogota, le département administratif de sécurité. La fortune de Pablo. Une liquidité exponentielle, si énorme qu'il lui était impossible de blanchir l'argent ou de le déposer en banque. L'excédent étant stocké en entrepôt, il perdut environ 10% de ses bénéfices entreposés là, rongés par les rats. En 1989, il fut classé 7e homme le plus riche du monde avec 3 milliards de dollars. La chasse à l'homme. En 1990, à Carthagène, un sommet anti-drogue réunit les présidents américains Bush père, Barco, Paz Zamora et Garcia afin de tenter de mettre fin au narcotrafic des cartels de Medellín et de Cali. 2 mois plus tard, l'armée colombienne tente de capturer Pablo Escobar en encerclant son siège, mais celui-ci réussit à s'échapper. Il y aura 510 morts. La forteresse du baron de la cocaïne étant protégée par ses 3000 sicarios, des tueurs impitoyables au service du cartel. Au même moment, Luis Carlos Galán, journaliste et candidat à la présidentielle, est assassiné. C'en est trop. César Gaviria, conscient qu'il n'arriverait pas, pour le moment, et même avec l'aide de la DEA, à neutraliser le cartel surpuissant, décide, après les milliers de morts résultant de la guerre entre le gouvernement et les narcotrafiquants, de proposer à Pablo de se rendre en échange d'une peine réduite et d'une incarcération privilégiée. C'est en 1991 que le chef du cartel accepta et fut envoyé dans la cathédrale, cette prison à porte ouverte avec jacuzzi, terrain de football, bar et tout ce qui laisserait penser à un hôtel 5 étoiles. Continuant malgré tout de diriger le cartel de son lieu de vie, les autorités décidèrent de le placer dans une prison plus conventionnelle. Mais César Gaviria, craignant les représailles du baron de la drogue, l'avertit des intentions du gouvernement colombien afin qu'il puisse organiser son évasion. Sa tête est alors mise à prix pour 6 millions de dollars. Suite à cette évasion, le bloc de recherche colombien, entraîné par l'entité américaine GSOC, dans le but de traquer Escobar, se met en chasse. En parallèle, en 1992, le procureur général Gustavo de Greffe et des chefs de police décident de s'allier au cartel de Cali, ennemi juré de Pablo, afin de localiser ce dernier. En 1993, Los Pepes, un groupe paramilitaire exclusivement créé afin d'assassiner Pablo et animé par la vengeance, se joint à la traque en assassinant une centaine d'associés du cartel de Medellín. Pablo a, à présent, et à ses trousses, les tueurs à gages du cartel de Cali, Los Pepes, le gouvernement américain, colombien, des mercenaires du monde entier, ainsi que tous les proches des victimes que Pablo laissa derrière lui lors de sa funeste entreprise criminelle. Décembre 1993. Le travail du bloc de recherche porte ses fruits et Pablo est localisé à Los Olivos, un quartier de Medellín. Toujours en fuite, en compagnie de son garde du corps, El Limón, il tente de quitter le logement qu'il occupait à l'arrivée des forces colombiennes. En tentant de rejoindre une ruelle en se déplaçant sur les toits, il est finalement abattu de plusieurs balles, dont une fatale à l'oreille. Son frère Roberto, ainsi que sa famille, persistent et signent. Ils ne l'ont pas abattu, mais il s'est plutôt suicidé, serment qu'il avait fait à son frangin s'il devait un jour être dos au mur et choisir entre la prison et la mort. Alors pour vous, celui qui terrorisa les Amériques, qui a inspiré tant de films, de livres, de séries, suscité tantôt la haine, tantôt l'admiration, se serait-il simplement fait exécuter par le bloc de recherche colombien ou s'est-il, comme pour signer son œuvre criminelle, donné la mort sans que personne ne puisse le juger, l'incarcérer ou le faire disparaître? Mais ceci, nous ne le saurons jamais.